Nous allons donc entendre deux exposés dans ce séminaire du jeudi 25 mars. D'abord, un exposé de Catherine Darbo-Péchanski qui durera 30-40 minutes. Et il y aura ensuite des questions. Ensuite, nous ferons une pause. Puis, à partir de 15h45, Marie-Laure Raffin-Sanson fera son propre exposé. Et évidemment, à chaque fois, chaque orateur peut poser des questions à l'autre. Je vais donc d'abord donner la parole à Catherine Darbo-Péchanski, qui est directrice de recherche au Centre Léon Robin, qui est spécialiste de l'anthropologie de la Grèce ancienne, spécialiste de la philosophie ancienne. Elle est responsable au sein du Centre Léon Robin de l'axe philosophie et médecine antique. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elle a choisi d'intervenir sur ce sujet de l'aliment aux nourris, variation philosophique et médicale grecque sur des questions hippocratiques. Elle a préparé un handout que j'ai déjà mis sur la fonction chat ou sur la fonction conversée, et je suis très heureux de lui donner immédiatement la parole. Merci David. Alors j'entre dans le vif du sujet. Je voudrais proposer ici un parcours à travers des textes médicaux et philosophiques sélectionnés entre le 5e siècle avant notre ère et le 2e siècle de notre ère. Il s'agira d'y suivre à propos de la nutrition quelques-unes des questions soulevées par l'attraction sélective de l'aliment ou dans l'aliment. Dans les réponses données à ces questions, c'est-à-dire quand il s'agit de penser la sélection dans cette fonction vitale et par là commune à tous les vivants qu'est la nutrition, les plantes, parce qu'elles sont réduites à la seule fonction nutritivo-générative, sans prendre part à la sensation, ou chez certains à la totalité de la sensation, et à plus forte raison à la connaissance, ou chez certains à une réelle et pleine connaissance, les plantes donc non seulement présentent une difficulté majeure, mais aussi occupent la position stratégique dans la réflexion du cas où l'objet étudié est pour ainsi dire isolé. Ce sont les traités hippocratiques qui, à défaut de formuler explicitement les questions, les soulèvent, du moins aux yeux de leur postérité philosophique et médicale. Alors, soit le texte 1, c'est un des textes que j'étudierai le plus minutieusement, il est tiré du traité hippocratique Maladie 4, qu'on date de la fin du 5e siècle avant notre ère. Qui lit-on ? Les humeurs qu'on trouve en quelque sorte accumulées à certains endroits du corps pour lui être distribuées ensuite par les veines, ces humeurs se trouvent dans les aliments. Et le texte se propose de dire comment elles en proviennent. Ce processus est un processus d'attraction qui se démultiplie dans les plans du corps, dans le ventre et le centre, selon deux sortes d'homothétie. Si tant est qu'on se souvienne que l'homothétie, c'est une transformation géométrique qui, dans un même plan, permet, à partir d'un centre, de réduire une figure, homothétie régressive, ou de l'augmenter. Alors, l'une de ces espèces d'homothétie est régressive. Elle va du ventre aux 4 sources d'humeur. Le cœur pour le sang, la tête pour le flegme, la rate pour l'eau, et la zone située au contact du foie, admettons que ce soit la vésicule biliaire, pour la bile. L'autre homothétie ou quasi-homothétie est progressive. Elle va du ventre au corps tout entier. La cavité, le ventre écoïlier, quant à lui ou quant à elle, est la source des sources. Quand le ventre est plein, et à ce moment-là, deux cas sont distingués. Celui où les cavités sont pleines d'humeur ou de leur humeur dédiée, celui où elles sont vides. Dans le premier cas, le ventre est plein d'humeurs qui proviennent des aliments. Comment ? Le texte ne le dit pas explicitement. On pourrait supposer que les aliments broyés dans la bouche tombent tout simplement dans l'estomac et là, ils sont cuits. Et là, sont cuits plutôt. À moins que, comme invite à le penser le traité de l'ancienne médecine, qui est lui aussi un traité de la fin du 5e siècle, à moins que l'attraction ne prenne aussi la forme d'une aspiration, épispane, qui serait quant à elle induite mécaniquement par la forme de l'estomac. Texte 2,
Le traité affirme en effet, à propos de l'origine des affections, que le corps abrite des humeurs ou pouvoirs, quoique plus nombreuses que dans Maladie 4, et des configurations ou formes, schemata. Les parties sont caractérisées par leur forme, d'où leur nom, et par leur texture. À la question de savoir quel type de formes sont les plus aptes à aspirer, le texte, s'appuyant sur l'analogie avec l'aspiration à laquelle on procède quand on avance les lèvres pour aspirer dans la bouche, et sur l'analogie avec des artefacts tels que les ventouses. Et il répond qu'il s'agit des parties creuses se resserrant en une portion étroite après une portion large. La tête, la vessie et la matrice sont alors donnés comme exemple. Le processus de l'absorption est donc mécanique, mais n'est pas sélectif. L'estomac reçoit et ou aspire tout ce que la bouche ingère, c'est-à-dire toutes les humeurs. Et il est dit dans le texte 1, le ventre, quand il est plein, est la source de toutes les humeurs pour le corps. Retour au texte 1, il n'en va pas de même pour les autres cavités que le ventre. Les cavités plus petites prélèvent chacune l'une des humeurs contenues dans le ventre. Elles opèrent donc, dans le mélange des humeurs mêlées du ventre, une attraction sélective. En cela, elles ont pour instrument les veines. Deux cas se présentent toutefois. Celui où le ventre et les cavités spécifiques sont pleins et celui où ils sont vides. Nous avons décrit le premier, et dans le second, c'est du corps lui-même que le ventre, aussi bien que les cavités spécifiques, tirent leurs humeurs. Le corps, de nourri, devient alors l'aliment, et par là dépérit. Cette inversion du rapport nutritif est autorisée par la communauté de nature humorale du corps avec ses aliments. Elle permet également de comprendre l'épuisement et la mort du corps d'une part, la maladie, mauvais équilibre des humeurs apportées par les aliments d'autre part, de les comprendre comme les purs renversements de ce qui donne la vie et la santé. Nous retiendrons ici le verbe fondre, tekein, qui est utilisé dans le Timée de Platon pour évoquer la fusion de la chair dans la maladie, laquelle est conçue comme une nutrition à rebours. À la fin du texte, ou plutôt la fin du texte établit une comparaison entre l'attraction qui vaut pour les schemata dans le corps humain et celle qui vaut pour les plantes dans la terre. Le processus nutritif est alors donné pour qualitatif et la sélectivité de l'attraction est mise en avant. On abandonne la mécanique des formes pour considérer l'attraction qu'exercent respectivement les humeurs sur leurs semblables contenus dans les aliments ingérés. Le texte 3, consacré aux plantes, fournit une précision sur cette attraction sélective. On y apprend en effet que chaque humeur de la plante tire sa semblable de la terre en vertu de leur parenté, kata sungenes ou kata sungeneian. La parenté, c'est-à-dire ici la communauté de famille biologique, le génos, fait de la génération le véhicule du semblable et avec lui de l'identité. Ici, il s'agit d'abord seulement de telle ou telle humeur, mais immédiatement après, si vous le notez, le texte passe de cette humeur particulière au végétal tout entier, au prix d'une réduction de la multiplicité des humeurs à une seule, et par le biais du passage du nom dunamai au pluriel au nom ikmas au singulier, elle opère ce passage. Alors l'ikmas dénote l'humeur dans sa matérialité liquide plus qu'au regard de son pouvoir. Ce n'est donc plus l'identité d'une humeur parmi d'autres dont il est question, mais celle du végétal tout entier. Le rosier ou l'ail, par exemple, et une fois cette réduction à l'unité opérée, le texte peut revenir à l'idée de pouvoir, mais cette fois-ci au singulier. Donc il y a une hésitation entre l'attraction de la pluralité des humeurs et d'une humeur qui serait la plante elle-même. La fin du texte fait plus explicitement intervenir
la génération, la croissance, puis la maladie et le dépérissement. Alors, c'est la nutrition qui régit tous ces phénomènes, qualitativement dans l'attraction du semblable par le semblable et quantitativement selon l'excès dans le cas de la maladie, du défaut dans le cas de la destruction, de la phthora, et on peut supposer de la bonne mesure dans le cas de la santé. Le texte 4, Nature de l'enfant, détaille le processus de la croissance. La graine qui a été semée se nourrit de la terre en y prélevant parmi d'innombrables autres, aussi nombrables que les plantes elles-mêmes, l'humeur semblable à celle qu'elle contient. La plante se nourrit de la graine, puis quand elle a épuisé son humeur semblable dans la graine, elle tire celle-ci directement de la terre par les racines qui lui sont poussées. À cette occasion est complétée la comparaison de l'attraction mécanique opérée par et dans les formes du corps avec celle opérée par les plantes dans la terre. Cette comparaison n'est pas constamment développée de façon explicite, mais on peut comprendre qu'elle est en fait une analogie qui associe en rapports égaux la matrice à la graine, le fœtus qui se nourrit de l'humeur de la matrice à la plante qui se nourrit de celle de la graine, puis, et enfin, de l'enfant né qui se nourrit directement du lait maternel à la plante qui tire son humeur de la terre. En subsumant la génération, la croissance, le dépérissement et l'alimentation sous la nutrition, les plus anciens médecins hippocratiques tracent une perspective dans laquelle s'inscrira plus tard la biologie et la psychologie, du moins en Grèce. Ils laissent aussi pendantes bien des difficultés qui susciteront des réponses, en Grèce toujours, des réponses autrement problématisées et articulées. Alors la première de ces difficultés, c'est celle de savoir quel est le moteur du mouvement nutritif, en l'occurrence du semblable vers le semblable, qui lance la génération. C'est la nature, dit le texte 3 à propos des plantes, ce qui suggère une justification d'inspiration téléologique très générale et extensible à l'ensemble des êtres vivants. Des réponses ultérieures feront intervenir en outre une psychologie ici absente. Deuxième question, qu'est-ce qui au sein de l'attraction permet de sélectionner dans la pluralité des humeurs de l'aliment chacune de celles qui seront réparties dans les cavités spécifiques du corps ou l'humeur naturelle à chaque être vivant? Troisième question, qu'est-ce que ce soi-même de la plante? Le soi-même se définit-il au niveau premier de la nutrition, génération, croissance? Et comment? Alors, examinons deux réponses péripatéticiennes. C'est votre texte 6. Aristote vient d'énoncer le principe de méthode selon lequel, pour parler de façon appropriée de l'âme, il faut parler de ses facultés. Pour ce faire, en effet, il y a un ordre logique à respecter. On étudiera les activités et les actions parce qu'elles précèdent les facultés, et pour la même raison, les objets en ce qu'ils précèdent les activités. Soit pour la nutrition qui nous occupe, en premier, la nourriture, trophée et les produits de la génération, erga geneseos, ensuite la nutrition, trophée crestai, et la reproduction, enfin la faculté nutritive, reptiqué, psyché ou dynamis. On n'a pas manqué de souligner la difficulté qu'il y a à articuler le principe de l'ordre logique, un objet, une activité, une faculté, et le fait que dans le cas de la faculté nutritive, on ait affaire à deux activités et à deux objets. Sur ce point, on verra par exemple dans la bibliographie l'article de Lennox dans le volume sur la nutrition et l'introduction de Marwan Rached à Génération et corruption. Il faut ici se référer au double statut de l'aliment tel qu'il est exposé dans Génération des animaux 2.6. Si l'aliment est potentiellement le nourri, il est l'objet de la nutrition, c'est-à-dire trophée, la nourriture. S'il est potentiellement une quantité, il est l'objet de la croissance. Quant à savoir ce qui fait qu'à un certain moment de la vie de l'être vivant, la croissance tooxéticone s'arrête et laisse place à la seule alimentation qui pourvoit
à l'existence seule, triptychon, c'est au rapport de la cause matérielle et de la cause formelle qu'il faut faire appel pour le savoir, et on le verra plus tard. Alors, contentons-nous pour l'instant de remarquer que dans le texte 6, après avoir posé que l'âme nutritive est ce en vertu de quoi la vie appartient à tous les êtres vivants, entendons les plantes, les animaux, autres que l'homme et l'homme, et qu'à ce titre, elle est la première et la plus commune des facultés de l'âme, Aristote semble dans un premier temps fondre ces deux activités en une seule, la reproduction. Pour rendre compte de cela, certains comme Bodéus allèguent que la substance séminale est chez Aristote un résidu de la nourriture. Disons qu'à ce stade, dans ce texte-là, Aristote n'en est pas à développer des distinctions dans l'aliment et les rapports entre la croissance embryonnaire puis de l'être né et le simple maintien de l'existence que j'évoquais précédemment, et qu'il englobe tout sous un seul chef, celui de la reproduction, parce que nécessairement celle-ci implique la nutrition. La dernière phrase doit nous arrêter, et en particulier le verbe oregetai, qui est à la fin du texte 6. Alors tout se passe ici comme si tous les êtres vivants, donc dotés de l'âme nutritive, étaient dotés de désir, ce qui correspondrait à la tendance à se reproduire et par la même occasion à l'appétit, comme déterminant un mouvement portant vers le plaisir ou écartant la douleur. Mais il s'agit seulement ici d'une analogie, car la distribution des facultés de l'âme selon les genres d'êtres vivants, les espèces d'êtres vivants, l'interdit. Et c'est votre texte 7. Tous les vivants possèdent bien l'âme nutritive, mais les plantes ne possèdent qu'elle. Pour désirer et par là pour avoir part au mouvement local, il faut aussi une âme dotée de la faculté sensitive. Or, celle-ci est dévolue exclusivement aux animaux ou aux hommes. On notera de surcroît qu'Aristote n'a pas recours ici au concept précis d'orexis, mais utilise le verbe oregetai qui n'appartient pas à son vocabulaire technique. Les plantes sont donc seules à pouvoir nous renseigner sur ce qui, abstraction faite de l'âme sensitive et du désir, de ce qui est plaisant ou de la fuite de ce qui est douloureux, peut, dans le mouvement nutritionnel, opérer la sélection du bon nutriment, et pour un corps tout entier et pour chacune de ses parties. Alors l'analogie en tant que méthode permettant de parler d'un genre autre dans des termes valant pour un genre donné est un moyen de différer la question tout en marquant la place. Combler ce vide serait répondre à la question hippocratique qui est posée en alignant la nutrition humaine sur celle des plantes, sans référence psychologique, c'est-à-dire à une âme, et c'est à la physique d'Aristote qu'il faudra alors se référer. Avant de tenter de voir comment Aristote répond à la question, arrêtons-nous un instant sur la position que Théophraste prend à propos donc, de l'attraction sélective du nutriment chez les plantes. C'est votre texte 8. La réponse est double. Théophraste introduit dans le domaine de la biologie des plantes et notamment de leur nutrition la qualité d'oikeios, appropriée. L'adjectif dénote ici une relation, en l'occurrence du lieu de la végétation à la plante qui y végète. Et son emploi s'écarte en cela de la référence au propre en soi, que Théophraste désigne aussi parfois par oikeion, par exemple votre texte 9, métaphysique 10 à 10, mais qui peut désigner aussi, comme Aristote, par toidion. Le propre en soi de l'être vivant est sa capacité à réaliser sa fonction, car sans cela, on ne peut en parler que par homonymie. C'est tout ce qui sépare un être vivant d'un cadavre. Ce n'est donc pas le sens retenu ici. Alors, ce que nous annonce Théophraste, c'est que la spontanéité de la végétation, quand les plantes poussent toutes seules et ne sont pas donc cultivées, qui en révèle ce qui est caché, menuein, hein, le verbe employé pour la révélation des mystères, à savoir, premièrement, leur nature, à la fois leur mouvement propre et ici leur composition élémentaire, on verra ça plus tard,
Et deuxièmement, la nutrition et la reproduction, les deux fonctions englobées dans la nutrition, autant par les hippocratiques que par Aristote. Alors, on retrouve ici les notions hippocratiques, mais précisées. La parenté entre le lieu de végétation où le végétal puise sa nourriture et le végétal est ici une parenté de mélange, crasis, des qualités élémentaires, chaleur, humidité, froid, sécheresse. C'est en outre, deuxième point, la multiplicité des causes de différences spécifiques et intra-espèces qu'on peut relever entre les plantes, ainsi que celle de leur mélange tempérament, qui, ici, mène au principe général bien connu, celui de la recherche du semblable par le semblable, alors que ce principe était donné comme une évidence chez les hippocratiques. La parenté de mélange élémentaire et les autres innombrables causes qui ont pour effet que la plante recherche ce qui lui est semblable sont subsumées sous le lien d'appropriation du lieu à la plante. Les lieux de mélange semblables ou qui, sous un autre rapport, sont semblables à la plante, lui sont appropriés. Oikeioi. L'oikeion n'apparaît pas dans le corpus hippocratique quand il s'agit de la nutrition et de la reproduction. Chez Platon et chez Aristote, son élaboration de ce concept se fait quant à elle plutôt et essentiellement dans le domaine de l'éthique. On attribuera donc à Théophraste l'importation de la qualité d'oikeios, d'approprié, dans la biologie de la nutrition des plantes, avec cette particularité par rapport à l'usage, à l'utilisation ancienne et courante du mot, que dans son usage théophrastéen, la notion revêt une nuance réflexive. Le lieu approprié est ce que la plante cherche ou aime comme renvoyant à elle dans ce qui assure sa vie. Est-ce là une analogie qui permet de parler des plantes dans des termes réservés aux animaux sensibles? On peut tenter d'en décider en abordant la seconde particularité de la position de Théophraste. Celle-ci est liée à la mise en exergue du rôle du désir, à laquelle Théophraste procède dans sa métaphysique. Que ce désir, il l'appelle orexis ou éphésis ou encore ormé. Cela a entre autres conséquences d'attribuer cette fois le désir ou l'appétit, orexis, aux plantes et de faire de la nutrition un mouvement mu par le désir vers la nourriture adaptée. C'est votre texte 10. Cela découle de ce que, dans la métaphysique, Théophraste adopte plusieurs points de vue qui, sans constituer des critiques d'Aristote, déplacent certains accents. Et j'en relèverai 3 en étant affreusement schématique. Premièrement, Théophraste opte pour une vision unitaire de l'âme, non pas au sens où il nierait l'existence de la diversité de ses facultés, mais au sens où il ne souligne pas cette diversité. Or, il donne cette âme, vue comme unifiée, comme mouvement et source du désir, dont le premier est le désir pour le premier moteur. Deuxièmement, il met l'accent sur la connexion sunafé, texte 11, des principes des êtres éternels premiers et de ceux des êtres de la génération et de la corruption. Cette connexion, contrairement au simple contact, qui se dit affect en grec, implique la continuité qu'Aristote, dans la physique, attache plus spécifiquement à la notion de synapsis. Je vous renvoie pour cela à l'article d'Annick Jolin dans le collectif sur la métaphysique de Théophraste. Troisième point, le désir est désir du meilleur qui, chez Théophraste, j'y arrive, semble se formuler différemment selon qu'il s'agisse du domaine des êtres éternels ou de celui de la nature. Alors, l'Ariston, l'excellent au superlatif dans un cas, le Beltion, le meilleur au comparatif dans l'autre. Voir encore une fois l'article d'Annick Jolin. Or, notre texte se clôt sur un principe général que j'ai mis en gras. Par ailleurs, le désir suit toujours le degré supérieur de ce à quoi il tend. Et ici, le degré supérieur, c'est hyperairon. Et cela semble renvoyer au point de vue particulier
adopté par Théophraste que j'évoquais précédemment. Cette mention unique de l'orexis dans la botanique de Théophraste supposerait en effet un élargissement de la conception aristotélicienne du désir via la vision unitaire de l'âme et de la connexion des domaines de l'être, élargissement au domaine de la nature. Cela permettrait de parler techniquement de désir à propos des plantes quand il s'agit de rendre compte de leur mouvement vers le lieu qui leur est approprié pour leur nutrition et leur reproduction. Ce qui est l'objet du désir est ici une forme du meilleur, au sens de Beltion, ce qui vaut mieux que, c'est donc l'upérairon, ce qui s'élève au-dessus. Entendons ici les lieux qui offrent les meilleures conditions de végétation comparées à d'autres conditions. Alors, deux interprétations se présentent alors. La première, qui consisterait à voir dans la position de Théophraste une rupture fracassante avec Aristote et qui reviendrait à conférer aux plantes la faculté désidérative réservée aux animaux, y compris l'homme, et permettrait ainsi le choix du bon aliment via celui du bon lieu de végétation. Option à rejeter, car en général, Théophraste ne semble pas s'engager dans la critique d'Aristote, mais plutôt dans son exégèse, comme dirait Marwan Rached. La seconde hypothèse consisterait plus raisonnablement et vraisemblablement à soutenir que s'agissant des plantes, un affaiblissement du concept aristotélicien de désir a lieu, qui le met sur le même plan que l'hormée, c'est-à-dire la tendance ou l'impulsion vers, notion qui est quant à elle très fréquemment utilisée dans la biologie de Théophraste. Par là, c'est-à-dire par le recours à l'hormée, il resterait alors comme propre à Théophraste de doter les plantes d'un élan sélectif, puisque tendu vers leur approprié, du seul fait de leur participation au mouvement de l'âme, en l'occurrence nutritive. Et c'est dans ce genre de choses qu'on a pu voir dans Théophraste un précurseur des stoïciens. En cela, donc en cette position, si je l'ai bien décrite, Théophraste exploite et accentue un trait avéré de la conception aristotélicienne des rapports de la matière et de la forme, à savoir que la matière est porteuse d'une disposition positive à recevoir la forme. Cela apparaît dès la définition des causes et principes généraux des états naturels. Ce sont vos textes 12a et 12b. Alors, ces principes généraux des états naturels, il faut entendre par là le substrat ou nature sous-jacente, la définition ou forme, et les contraires que sont la matière et la privation. La matière, en effet, se distingue de la privation en fonction de leurs attributs respectifs, qui sont d'être en acte pour l'une, en puissance pour l'autre. La privation est un manque, et manque en acte, tandis que la matière ne l'est qu'en puissance, parce qu'elle est prise dans la perspective de sa composition avec une forme dans un étant donné. C'est ce qui fait dire à Aristote, texte 12c, qu'elle est d'une certaine manière presque une substance. Et, texte 12d, que recevoir la forme est ce à quoi elle tend, ephiestai, et on retrouve là l'effet 6 de Théophraste, et qu'elle désire, oregestai. Si l'on entre maintenant dans la composition de l'étang constitué soumis à la génération, et plus précisément encore, dans les rapports de la matière et de la forme dans la nutrition, texte 13a et b. On retrouve entre la matière de l'aliment et la forme la même positivité de la matière à recevoir telle ou telle forme. L'aliment, qui soit facteur de croissance ou de simple conservation, une fois que l'être vivant a atteint son plein développement et qu'il est apte à se reproduire, l'aliment, donc, peut se comparer doublement à la matière du hautbois. En tant que nourriture, texte 13a, il doit être capable de recevoir telle forme. On ne saurait en effet
faire un hautbois de pierre ou une hache de bois, sauf à renoncer à ce qui fait leur essence, produire de la musique ou trancher. Ce que Barbotin appelle la hachité pour la hache, la hachéité. En tant que facteur d'accroissement, texte 13b, l'aliment ne peut aller au-delà de la limite fixée par la forme. Ainsi, on ne saurait ajouter du bois à un hautbois déjà achevé pour le faire plus grand. La forme appelle donc une matière de l'aliment doublement prête à se laisser informer par elle. C'est la solution aristotélicienne pour répondre aux questions hippocratiques, qu'il s'agisse de comprendre la sélection des aliments ou le soi même des plantes, comme des autres êtres vivants, quand il est question de nutrition. La matière est disposée à accueillir sa forme dans une substance donnée, et cette forme est la définition de cette substance, ce qu'elle est essentiellement. La position de Galien se situe entre Platon et l'ancien stoïcisme et marque un saut, sinon une rupture pour ce qui nous occupe. Galien semble souscrire à deux conceptions de la classification des êtres vivants. D'une part, il se range à la conception stoïcienne qui dénie l'âme aux plantes et les soumet seulement à la nature, c'est votre texte 15. D'autre part, il adopte la tripartition de l'âme qui est celle du Platon du Timée. Or, Platon accorde l'âme désidérative aux plantes. Votre texte 16. Je ne reviens pas dessus, il est très connu. Quand les stoïciens leur refusent l'âme. Galien, lui, qui se revendique platonicien, est parfaitement conscient de la difficulté de la solution platonicienne, laquelle vise à ses yeux, même au-delà des plantes, à rendre compte de la sélectivité dans l'attraction des aliments. Alors, on peut lire là, pour le coup, le texte 17. Qui est tiré des Depropis Placitis. Puisque j'ai déjà montré combien sont les facultés naturelles et de quelle sorte, la prochaine question à poser est de savoir ce que nous entendons quand nous disons qu'elles attirent ce qui est approprié et rejettent ce qui est inapproprié. Car il semble impossible qu'elles puissent assurer l'attraction de l'approprié et le rejet de l'inapproprié sans reconnaître d'abord clairement quelle sorte de chose est appropriée et laquelle est inappropriée. Ainsi, reconnaître semble être l'œuvre de quelques facultés sensitives. C'est pourquoi il est possible de mal comprendre l'idée de cet argument, bien que Platon dise clairement qu'il y a dans les plantes une espèce différente de perception. De mal comprendre si l'auditoire croit qu'il voulait dire qu'il y a chez les plantes une faculté de connaissance de ce qui est approprié et inapproprié. Car les plantes ont la faculté de distinguer ces choses seulement et en fonction du plaisir et ou de la peine ou d'autres affections proches, alors que l'âme des plantes n'a pas part aux autres diagnostics des sens. Alors, la sélectivité des aliments suppose une capacité cognitive et de discernement dont l'objet ou se référant à la sensation du plaisir et de la douleur. Dès lors, pour les plantes en particulier, il s'agit de leur accorder non pas le plein discernement, mais une forme affaiblie et quasi homologique de discernement qui s'applique à une sensation et une extension réduite de la sensation qui ne s'exercerait pas sur tous les diagnostics de la sensibilité, mais sur certains. Galien résout la difficulté qui voit là, et son texte est d'ailleurs assez empêtré.
cela le montre, Galien résout cette difficulté de deux manières. La première consiste, s'agissant des animaux et au premier chef de l'homme, à conférer aux diverses parties du corps un propre idiome qui est d'ordre physique et plus spécifiquement élémentaire, puisque dû à un mélange crassis d'éléments, un mélange particulier d'éléments. C'est votre texte 18. Ce propre élémentaire définit la qualité de la partie, oietotes, laquelle appelle une nourriture appropriée, oikeios, et on retrouve là l'adjectif. La qualité d'une telle nourriture est alors l'oikeiotes, la convenance, dirions-nous. Texte 19. Alors Théophraste, pour sa part, n'utilise qu'une seule fois ce mot dans ses écrits botaniques et le réserve pour l'essentiel à ses écrits éthiques. Je vous renvoie à l'article de Brinks là-dessus. Le critère qui permet de saisir la convenance de la nourriture à la qualité de la partie du corps et le plaisir ressenti à la consommer. À la question du soi-même de l'organe du corps et du corps dans son ensemble, quand il est question de nutrition, il est donc répondu une nouvelle fois par l'idée d'un mélange propre. Mais s'agissant de l'élection de l'approprié, le problème reste pendant de savoir comment elle pourrait intervenir chez les plantes. Comment les plantes, en effet, sélectionnent-elles leurs nutriments appropriés à leur composition élémentaire propre? La solution, à ma connaissance originale, que Galien trouve, c'est de procéder à une réappropriation, et j'emprunte ici le concept à David Lefebvre dans son étude sur les fragments éthiques de Boethos de Sidon, à une réappropriation, en l'occurrence platonicienne, de la notion d'oikeiosis. Alors, c'est le texte 20. Là, il faut le lire, ou du moins le début. Il y a donc trois choses à l'égard desquelles nous avons des appropriations qui correspondent par nature à chaque forme des parties de l'âme. Le plaisir du fait de la forme désidérative, la victoire du fait de la forme colérique et le beau du fait de la forme rationnelle. Après, il s'en prend à Épicure et à Chrysippe. Le concept central du stoïcisme, sans lequel, comme dit Pembroke, il n'y aurait pas de stoïcisme, l'oikeiosis, renvoie en fait à la façon dont la nature oriente vers leur propre préservation tous les êtres vivants, plantes, animaux et hommes, puisque le monde est unifié par une seule âme qui est en même temps un principe physique commun à tous et présent dans tous, le pneuma. Même si tous les vivants ne participent pas à l'impulsion et à la sensation, qui sont réservés aux animaux, chacun a une relation fondamentale avec lui-même en tant qu'être naturel. La référence à l'appropriation permet alors à Galien de redéfinir le plaisir comme facteur de sélection dans la nutrition. En deçà des deux facultés réservées aux animaux que sont l'impulsion et la sensation, le plaisir en vient à désigner l'objet de la disposition fondamentale qui approprie tout être vivant à sa conservation et, par là, à sa nourriture propre. Alors, j'arrête là le parcours que je voulais vous proposer. J'ai été très vite et sans doute approximative sur bien des points. Mais ce que je voulais souligner, c'était d'abord le caractère séminal des traités hippocratiques dans la postérité philosophique et médicale, et de souligner ce caractère sur un point précis qui semble avoir préoccupé les anciens sur une très très longue période et qui a trait au fondement des rapports dynamiques de l'aliment au nourri. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Catherine, pour ce magnifique exposé dans un temps record, puisqu'il est
tu as parfaitement tenu le temps. C'est vraiment passionnant, extrêmement riche, très, très, très intéressant. J'aurais beaucoup de questions à te poser sur cette manière dont tu as, du corpus hippocratique jusqu'à Galien, en passant par Aristote et Théophraste, essayer de trouver une explication à l'aporie ou à la difficulté du mode de nutrition des plantes, dans une psychologie en effet où on n'attribue pas de désir aux plantes. Et c'était effectivement très intéressant. Peut-être que nous pouvons ouvrir le débat à partir de là. J'aurais plusieurs questions à te poser, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Donc, peut-être que nos auditeurs et spectateurs souhaiteraient poser simplement des questions d'éclaircissement ou d'information. Voilà, parce que tu es entré in medias res d'une manière qui n'était peut-être pas forcément... Un peu brutal, un peu brutal. Voilà, donc peut-être que prenons quelques minutes pour discuter maintenant. Est-ce que quelqu'un veut lever la main, veut prendre la parole? Pardon, Julien? Oui, donc, sauf si je suis le seul, oui. Bon, pareil, je ne veux pas monopoliser la conversation, mais je suis très intéressé par ces questions-là. J'ai beaucoup de questions. Peut-être pour ne pas aller directement à Galien, une première chose que je remarque dans ce parcours que tu nous proposes, c'est l'absence paradoxale des stoïciens, dont tu parles en fin de compte, mais qui sont un peu passés sous silence. Et donc, ma question, c'est pourquoi, par exemple, pourquoi Galien, quand il parle de Keiosis, ne la réfère pas, dans Keiosis en lien à la nutrition, ne la réfère pas aux stoïciens. Est-ce qu'on n'aurait pas là la marque de ce que le Keiosis n'est pas fondamentalement pour lui stoïcienne? Est-ce que la filiation hippocratique de l'eukéiosis qu'il semble vouloir dessiner est une construction galénique, ou est-ce que historiquement on peut, selon toi, on peut la défendre, cette idée? Je crois que cette filiation, on peut la défendre à condition de reconnaître la façon dont Galien tord l'oikiosis pour la faire rentrer dans la tripartition de l'âme platonicienne. Bon. Et pour ce qui est de la présence des stoïciens, si, bien sûr, pour Galien, au moment où il parle là, dans ce texte, dans cette partie, dans ce chapitre 5 des théories de Platon et d'Hippocrate et de Platon, il s'en prend frontalement à Chrysippe. Et c'est dans cette partie-là qu'il fait jouer Posidonius contre Chrysippe. Donc c'est véritablement de la captation dans un autre système d'une notion qui est là pour le coup très estampillée stoïcienne. Enfin, il me semble. Le contexte ne permet pas de le nier. Du coup, si je peux poser une autre question rapide, c'est une question qui met en jeu en fait le problème central de cette communication, c'est de savoir comment est-ce qu'on rend compte de la sélection. Qu'est-ce qui explique la sélectivité? Dans le texte, alors, c'est lequel? C'est le texte 17, je crois. Oui. Donc ça, c'est dans le texte sur... Du De Propriis Placitis, de Galien. Je voudrais juste mettre en valeur le fait que dans ton commentaire, comme le font la majorité des commentateurs,
tu as dit que Galien avait recours à comment dire, à une explication cognitive de la sélection. Or, quand on regarde le texte, le problème, c'est l'interprétation de gnorisai, oui. De gnoristike, de gnorisma, parce qu'à côté de cela, dans ce même texte, Galien, il nous parle d'une faculté sensitive, oui, et non pas cognitive. C'est-à-dire que quand il cherche à expliquer ce qui se passe dans ce qu'il rencontre de cette sélectivité, il parle de la sensation. Et pas, donc il explique le gnorisma en termes de sensation. Oui, je voilà. me demandais si tu pouvais développer là-dessus. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a ce double mouvement qui consiste d'une part à prêter quelque chose comme une dynamis heuristique et d'autre part à réduire l'extension du champ des sensations. Mais il est certain que ce que Platon, d'après Galien, tenterait de faire, c'est pas très clair, c'est précisément de dire que c'est quelque chose comme un embryon de faculté cognitive qui permet de reconnaître ce qui est approprié, ce qui est inapproprié, à travers le plaisir et la peine. Autrement dit, il faut qu'il joint à la fois quelque chose de l'ordre de purement sensitif et de l'ordre cognitif. Mais des deux côtés, il est obligé d'abaisser le sens, de l'affaiblir. En fait, ce qui m'a un peu fait me poser la question, c'est la traduction de faculté de tinagnoristiquet dynamis par une faculté de connaissance. Et je me demande si c'est aussi fort que ça, en fait. Oui, de l'ordre de, mais c'est ce qu'il dit dans la suite. Ouais, c'est de l'ordre de, et ça n'est pas une vraie. Et si l'auditoire croit que c'est une vraie connaissance, alors là, il se trompe. Ce qu'il vient dire. Mais on ne l'a pas bien compris, on n'aurait pas bien compris Platon si on lui fait dire ça. C'est une sorte de connaissance qui est, encore une fois, de type analogique ou alors de type faible, qui permet de s'y reconnaître dans les sensations et pas n'importe lesquelles, celle du plaisir et celle de la douleur. Mais de toute façon, il reste qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose d'un peu cognitif pour aller élire ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Le reconnaître comme tel. Merci beaucoup, Julien et Catherine. J'ai une question que je poserai après Alessia, à laquelle je donne la parole. Non, vas-y, mais c'est juste un bref commentaire et une brève question. Juste pour revenir à l'arrière au corpus hippocratique, souligner comment les deux, la maladie et la nature de l'enfant remontent au même auteur. Donc, il fait appel à la même métaphore et de toute façon à la même image, finalement, dans deux traités différents. Et puis, la question porte en particulier sur le texte 10, la métaphysique de Théophraste, et c'est plutôt une question, disons, de méthodologie ou terminologie. Comment rendrais-tu la différence entre le terme éphésis et orexis? C'est-à-dire ces deux désirs. Alors, est-ce que c'est une tension dans le premier cas et un vrai désir dans le deuxième? Parce qu'après, ça revient dans ephiestai et euregestai, et ils ne sont pas forcément, disons, entre guillemets, bien traduits ou avec une certaine attention, l'attention nécessaire dans
dans les traductions modernes. Oui, alors, le premier point, oui, effectivement, on a tendance, on a pris l'habitude depuis l'ITRE de numéroter de façon continue les natures de l'enfant, fœtus de 8 mois, maladie 4 et de la génération. Pourquoi? Parce qu'il y a des coïncidences stylistiques, des façons d'introduire et de conclure qui sont les mêmes, et puis parce qu'il y a des références démocritéennes qui permettent de fixer donc une date au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et donc on se situe à la fin du 5e siècle. Bon, pour ce qui est dans le texte de Théophraste de la différence entre Éphésis et Orexis, en l'état actuel du texte et avec ce qu'on a, c'est difficile de la faire. D'ailleurs, les commentateurs ne la font pas. Moi, j'y vois quand même une sorte de quasiment de citation d'Aristote qui, quand il s'agit de définir l'élan dans les principes, utilise Ephiestai. Donc, maintenant, Théophraste ne s'en tient pas non plus à Orexis tout le temps, dans la métaphysique, certes, mais alors dans la botanique, comme je l'ai dit, pas du tout, puisque le texte que j'ai donné est, dans le texte que j'ai donné, Orexis est un apax. Partout ailleurs, il y a Ormé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais moi, personnellement, je ne sais pas trop faire la différence. Il s'agit à chaque fois de marquer un élan vert. Et c'est ce qui me permet de dire que Orexis, là aussi, chez lui, c'est une forme atténuée de l'ormée, quand il s'agit des plantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alessia. Si personne n'a de questions, je voudrais te poser une question. Je vais, résumer un petit peu ton propos pour essayer de voir si j'ai bien compris. Tu es parti du corpus hippocratique dans lequel tu as identifié la question du rapport entre ce qui se nourrit et la nourriture, et tu t'es focalisé sur le cas des plantes, qui pose un problème parce que traditionnellement, en tout cas chez Aristote, les plantes n'ont pas de désir et n'ont pas de locomotion. Et à partir de là, donc, la question que tu t'es posée, enfin en simplifiant beaucoup, est celle de savoir comment il peut y avoir une aspiration sélective par la plante du nutritif qui est dans son milieu. Et une articulation essentielle a été le passage, ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire le passage des textes dans lesquels Aristote utilise ce vocabulaire, Ephésis, Orexis, au passage de Théophraste, où il semble l'utiliser de manière plus thématique ou plus insistante, et donc tu t'es demandé ce que signifiait ce deux passages. Tu as proposé deux solutions, une rupture qui n'est pas fréquente chez Théophraste, selon quoi tu avais raison, à mon avis, et par ailleurs une autre solution qui correspond à ce que tu as appelé un affaiblissement de la notion de désir qui l'aurait rendu compatible avec une attribution aux plantes, c'est-à-dire une sorte de sous-désir ou de proto-tendance qu'il serait devenu possible d'attribuer aux plantes alors qu'elles n'ont pas d'âme désirante. Quelque chose comme ça. Alors, je voudrais... Et tu as très bien remis ce passage en contexte dans l'ensemble de la pensée de Théophraste, en montrant de quelle façon il pourrait y avoir une cohérence entre sa métaphysique et son corpus biologique. Alors, je trouve cette solution très intéressante,
Mais je voulais revenir sur plusieurs points. Ce qui caractérise effectivement la plante chez Aristote, c'est le fait qu'elle n'a pas d'âme sensitive, donc elle n'a pas de désir, le désir appartenant à l'âme sensitive, et donc elle n'a pas de locomotion ou de mouvement. Elle n'a pas de mouvement. Par conséquent, elle est fichée dans le sol. Par conséquent, elle reçoit sa nourriture de la terre. Et elle ne peut pas aller la chercher. Donc, ce qui rapproche son cas de certains animaux chez Aristote. Par conséquent, il y a, excuse-moi de poser la question de manière un peu plate, si on veut, il y a deux questions. C'est est-ce que la question se pose de savoir si la plante va chercher son lieu, ou est-ce que la question est celle de simplement de savoir comment la plante trouve dans son milieu une matière qui est de toute façon déjà digérée, puisque pour Aristote, c'est la terre qui digère la nutrition pour les plantes, puisque les plantes sont trop froides et pas assez chaudes pour opérer la coction. Donc de toute façon, la plante est de facto dans un milieu de laquelle elle trouve des nutriments qu'elle absorbe. Donc à partir de là, on a des plantes dans des milieux, l'estomac de la plante, c'est la terre, la plante est trop froide, et de ce point de vue, on ne peut pas dire que la plante cherche, d'un certain point de vue, puisqu'elle est stagnante. Alors, ce qu'il y a de remarquable dans ton analyse et dans le texte que tu citais de Théophraste, c'est que tu suggères que malgré tout, Théophraste est sur le point d'attribuer quelque chose comme une comment dire, de proto ou d'infra-tendance à la recherche, qu'on voit bien d'ailleurs dans les textes que tu cherches, dans le texte que tu cites, c'est-à-dire le texte de 8 est parfaitement explicite puisqu'il utilise le vocabulaire de la recherche. Donc effectivement, c'est assez troublant. Et à partir de là, effectivement, je voulais avoir des précisions sur ta solution. À première vue, on pourrait dire que Théophraste poursuit sur la lancée des présocratiques, et tu as souligné le verbe philein, qui disent eux aussi, et c'est ce dont se moque Aristote au début de son traité sur l'amitié, qu'ils utilisent le verbe philein un peu pour tout et n'importe quoi. Ils sont prêts à attribuer le verbe philein même à des êtres inanimés. Donc, de ce point de vue, on pourrait dire qu'effectivement, Théophraste fait ce que tu dis, c'est-à-dire attribue aux plantes un désir très mou, quasiment très affaibli, qui pourrait justifier ce que ce repérage des aliments appropriés. Bon. Donc, ça correspondrait à ta solution qui est celle, en fait, de dire Théophraste attribue Théophraste attribue aux plantes une forme très affaiblie du désir et il ne peut leur attribuer que parce que cette forme est affaiblie. C'est tellement affaibli qu'on peut se demander si ce n'est pas analogique ou métaphorique. C'est-à-dire que, malgré tout, ce qui caractérise ces différents textes, c'est qu'on a souvent l'impression, en tout cas chez Aristote, qu'il utilise ce vocabulaire quasiment anthropomorphique, mais qui est en fait une analogie ou une métaphore. Donc ça, c'est une première question. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est chez Théophraste un désir affaibli et pas plutôt une analogie, étant entendu que par ailleurs, Théophraste est quelqu'un qui se caractérise par ailleurs par le fait de parler encore moins d'âme qu'Aristote. C'est-à-dire qu'on a souligné que la psychologie n'intéressait absolument pas Théophraste dans ses traités et qu'il ne parle jamais d'âme, des plantes. Il leur attribue beaucoup moins de complexité formelle, si je puis dire, qu'Aristote. Ça, c'est la première question que je voulais poser. Et la deuxième question que je voulais poser, c'est, tu l'as souligné, je voulais te demander, peut-être que tu pourrais préciser ce point, c'est que manifestement Théophraste insiste sur fait une espèce de comparaison. Il y a la plante qui cherche et la plante qui trouve par hasard, si je puis dire. Tu vois, dans ton texte 8, c'est Kaigerto sugenes tes fuseos et caston agei prosto eukeion en osper kaita automata agei prosto tatata.
et il compare avec des plantes qui trouvent toutes seules. Et en français, c'est en effet ce qui est parent de sa nature conduit chaque espèce d'arbre vers le lieu qui lui est approprié, dans lequel poussent aussi les sujets venus spontanément. La spontanéité révèle la nature comme le fait de tirer ses nutriments et ses reproductions des mêmes lieux. Donc la seconde partie de ma question, c'était comment tu comprends ces deux cas de figure? Apparemment, il y a Théophraste distingue un premier cas où il y a une recherche, ce qui irait dans ton sens. Donc on a l'impression que les plantes, les végétaux recherchent des lieux, ce qui à première vue est plutôt une manière de dire. Et il y a un deuxième cas de figure qui est des végétaux, des arbres, des plantes qui sont venus spontanément, ce qui veut dire par hasard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recherché. Et alors je voulais savoir comment tu comprenais cette différence entre... Parce que par ailleurs, il y a aussi pour Théophraste un cas de figure que Aristote utilise. Excuse-moi, la connexion est instable apparemment. Il y a pour Théophraste, il y a un cas de figure qui est important et auquel Aristote ne s'intéresse pas beaucoup, c'est toutes les pratiques agricoles jardinatoires. Donc là, manifestement, ce n'est pas de ce dont il est question. Simplement, il y a l'idée qu'il y a des plantes qui cherchent, et il y a des plantes qui sont immédiatement dans leur lieu, spontanément, un peu par hasard. Alors voilà, ma première question, c'est est-ce que ce désir affaibli n'est peut-être pas tellement affaibli que c'est une métaphore ou une analogie? Et deuxième partie de la question, comment comprendre d'un côté cette recherche, donc activité finalisée vers un lieu, un peu, et ce deuxième cas de figure où apparemment Théophraste dit les plantes ont trouvé par hasard et elles s'y sentent bien, donc elles y restent ou quelque chose comme ça. Oui, alors pour ce qui est de l'analogie, bien sûr, je me suis posé la question, c'est la métaphysique, la lecture de la métaphysique qui m'a permis de conclure que ce n'était pas le cas dans la mesure où la métaphysique parle très peu de l'âme aussi, hein, mais surtout en parle de façon complètement unitaire. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faculté nutritive, de faculté. Donc, c'est l'âme. L'âme, elle est mouvement et elle est source du désir. Et ce désir, il est en vertu du contact et de la continuité entre le monde éternel et le monde de la génération et de la corruption. Ce désir, après tout, il est diffus dans tout ce qui a mouvement, qui est animé, et voilà. Et c'est pour cette raison que j'ai exclu qu'il s'agisse d'une simple analogie. D'autant que c'est quand même c'est un texte, le nombre de zétaïnes qu'il y a dans ce texte est quand même très notable. Hein, donc, véritablement, il y a quelque chose là, comme une insistance sur quoi, hein. Donc voilà, c'est l'appel à la métaphysique qui me fait dire ça, qu'il n'y a pas analogie. Et d'autre part, alors, dans l'histoire des plantes, Théophraste quand même envisage les techniques agricoles, mais pas dans les causes des plantes. Et ce qu'il confère comme intérêt à la spontanéité, c'est qu'elle est révélatrice. Comme ça se fait tout seul, on voit comment ça marche tout seul. Bon. Et elle est révélatrice. Elle est révélatrice de la façon de se reproduire et elle est révélatrice de la... Donc, moi, j'ai eu tendance à associer les deux, c'est-à-dire la spontanéité et la recherche, si c'est possible, en me disant que la plante
de toute façon, si elle n'a pas le lieu qui lui convient, elle n'est pas là, c'est tout. Elle n'est pas là, elle ne pousse pas. Bon, mais prenons les pins, et c'est ça qu'il dit à la fin, prenons les pins, le pin et le sapin très exactement, qui appartiennent à la même sous-espèce d'arbre. Eh bien, il y en a un qui pousse, qui choisit, qui pousse dans des lieux ombreux et puis il y a l'autre, le pin, qui veut du soleil. Et c'est pour ça qu'il dit chaque plante va chercher to uperaïron, hein, ce qui est le mieux dans ce qui lui convient. Alors, on ne peut pas aller plus loin. Il me semble que quand il dit spontanéité, il dit, somme toute, élection du lieu qui va, sinon ben, la plante n'est plus là. Spontanéité, recherche me semble être éminemment et intimement associé. Tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait. Non, mais je me demandais, c'est facilement associé parce que ta recherche est en fait une spontanéité, mais ça veut dire quand même, le mot qui est utilisé en grec est tout de même le mot automaton. Oui. Automaton menuein, et ensuite il y a ta automata, et comme il est aristotélicien, ça doit vouloir dire comme quelque chose comme par hasard. Donc, il me semblait qu'il y avait deux cas de figure. Il y a le cas de figure, enfin, il se représente des plantes qui cherchent et des plantes qui sont là par hasard. Et c'est mieux. Et le cas de figure des plantes qui sont là par hasard est plus intéressant parce que ça montre la même chose, mais cette fois par hasard. Il y a le point de vue de la recherche et il y a de la recherche théophrastéenne. Donc, c'est la spontanéité qui révèle. Et il y a ce qui se passe pour la plante, très exactement. Mais alors, moi, je suis très étonnée par la différence entre le pin et le sapin. C'est-à-dire que il dit ah ben oui, mais le pin, il ne poussera pas là où pousse le sapin. Il n'y arrivera pas. Et pourtant, ils sont de la même espèce d'arbre. Et c'est là qu'il dit que chaque espèce désire, va vers Hyperairon, ce qui est le plus élevé dans l'ordre de la commodité à pousser. Je ne sais pas si on peut... Excuse-moi, c'est un détail, mais je me demandais à quoi Théophraste faisait allusion quand il parlait du hasard. C'est-à-dire que est-ce qu'il n'a pas en tête un genre de situation où, par exemple, des graines sont apportées ou bien par le vent, par exemple, du jour au lendemain ou par une tempête, ou même artificiellement, mais de telle sorte que ça ne soit pas une recherche ancienne et naturelle, si je puis dire. C'est-à-dire que finalement, ça signifie, c'est le cas de figure où finalement des plantes sont mises à première vue dans un milieu qui n'est pas le leur. Et elle pousse ou elle ne pousse pas. Oui. Et lui, il traduit ça en termes de dormée. Et le fait qu'elle pousse est encore plus révélateur. Merci beaucoup. Oui, une dernière chose. Pourquoi tant d'insistance sur les plantes? Parce que, alors là, c'est un point de vue très aristotélicien, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on donne la faculté nutritive à tous les êtres vivants, comment on fait fonctionner de la même façon, ou du moins, oui, de la même façon au regard de l'âme nutritive, des êtres vivants comme les plantes et des êtres vivants dotés de la faculté sensitive et désidérative. Il faut bien trouver les moyens de les mettre sur le même plan, s'agissant de cette faculté-là. Nous, c'est ce que je disais, c'est s'occuper des plantes, c'est permettre de voir ce qui
fondamentalement, se joue dans la nutrition, dans le rapport entre l'aliment et le nourri, l'alimenté. Et donc, finalement, on pourrait dire que le cas de la plante t'a semblé paradigmatique de la nutrition en tant que telle. Oui, alors ça, c'est peut-être osé. Et Aristote te répondrait sûrement, mais peut-être que nous parlerons de ça à la prochaine conférence, que même si l'âme nutritive est une âme commune et fondamentale, la manière qu'a l'animal et l'être humain de se nourrir n'a absolument rien à voir avec le cas de la plante et révèle des choses qui sont encore plus complexes et magnifiques que... Parce qu'à partir du moment où on passe au degré au niveau supérieur, bien entendu, le niveau inférieur se trouve lui-même modifié et happé dans une autre logique. Absolument. Mais c'est sûr, je savais que tu allais me dire ça.